Bonjour à tous et à toutes. Imaginez un monde où la liberté de la presse est respectée, où les journalistes travaillent librement sans crainte de représailles. Un monde où les journalistes sont libres d'exercer leur rôle, d'exposer les abus des pouvoirs, de demander des comptes, d'informer. Un monde finalement où les journalistes ne sont pas traqués, arrêtés, emprisonnés pour simplement avoir fait leur travail. C'est à ce monde que nous aspirons, mais tristement, selon Reporters sans frontières, en cette année 2023, les conditions d'exercice du journalisme sont jugées mauvaises dans 7 pays sur 10. En cette année, en à peine 5 mois, 5 journalistes ont déjà été tués. En 2022, 363 d'entre eux étaient en prison. Il est évident que les journalistes sont confrontés à des niveaux croissants de censure, de pression, de répression, de persécution, d'intimidation, de harcèlement, d'emprisonnement et d'assassinat. C'est pourquoi c'est important de rappeler l'importance de la liberté de la presse, comme des milliers de personnes et d'organisations l'ont fait hier à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Mais ce n'est pas uniquement les trois mains qu'il faut défendre cette liberté. Nous devrons nous efforcer d'en parler pour tous les jours, d'en faire un combat. Je me réjouis donc de vous accueillir à cet événement organisé par le Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales pour en discuter parce que c'est un sujet important. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum qui organise ce webinaire. C'est un forum du Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington. Vous aurez la possibilité, vous aussi, chers participants et participantes, de prendre la parole pour vous exprimer. J'accueille pour en débattre deux invités, Chivou Chivouadi, qui est le secrétaire général du journalisme en danger en République démocratique du Congo, mais il n'est pas encore avec nous. J'espère vivement qu'il va nous rejoindre pour ensemble discuter de ce sujet crucial. Notre second intervenant, M. Kambouassa Samboa, il vient de sortir de 72 heures de garde à vue à la brigade territoriale de Dapaon, une ville située au nord du Togo. Il avait été interpellé par des militaires le 30 avril alors qu'il était en reportage dans le village de Wadouagué, dans une zone qui venait de subir une attaque terroriste. Selon une publication qu'il a faite sur son compte Twitter et dans laquelle il informait que son téléphone portable a été réinitialisé et qu'il a perdu ses photos et vidéos. Il a finalement été libéré mardi, la veille de la Journée mondiale de la liberté de la presse, mais son matériel est récupéré, sauf ses reportages audio et vidéo, comme il le mentionne d'ailleurs. Bonjour, Monsieur Samboué, ravi de savoir que vous êtes finalement libre et que vous participez à ce webinaire pour débattre justement de la liberté de la presse, une situation que vous avez vécue cette semaine. La place des journalistes n'est pas dans la prison, n'est pas à la prison, c'est sur le terrain. Alors, nous sommes contents de te revoir. Dites-nous, que s'est-il vraiment passé alors que vous étiez en reportage? Oui, bonjour Kossi, c'est toujours une grande joie de te revoir, une grande joie de voir tous les confrères. Ce forum, c'est notre famille, ça nous permet de nous rencontrer, d'échanger un tout petit peu sur nos conditions de vie, nos conditions d'exercice de notre métier. Il faut noter que je suis Edouard Kambouassa Samboué, directeur de publication du journal en ligne La Bali. Nous sommes basés à Dapan, au nord du Togo, et nous couvrons l'actualité depuis maintenant une année et demie. Donc, nous avons été reconnus officiellement par la HAC en janvier dernier et nous sommes composés d'une rédaction de 4 journalistes et nous couvrons l'actualité. Vous savez, il y a de cela quelques années, depuis 2021, que notre région, le nord du Togo, est la cible des attaques des groupes armés extrémistes. Et c'est devenu un fait courant pour nous qui vivons dans la localité où nos familles sont endeuillées. Et nous qui sommes journalistes qui couvrons la localité, ça fait partie aussi de notre devoir de temps en temps de voir ce qui se passe. C'est ainsi que le jour de la Ramadan, le village de Ouardior, une localité située à 30 km de la ville de Dapan, à la frontière avec le Burkina Faso, puisque Ouardior, c'est un village unique divisé en deux. On a Ouardior Burkina et Ouardior Togo. Donc, dans cette partie du Togo, il y a un marché, et dans ce marché, il y a 6 personnes qui avaient été assassinées donc par les groupes armés extrémistes. Donc nous étions allés le lendemain, le jour de l'enterrement des personnes assassinées et nous avions fait le reportage pour expliquer ce qui s'était passé. Donc 10 jours après, comme une partie de la population s'était enfouie, l'autre est restée, nous sommes allés maintenant pour voir après que deviennent ces populations. C'est ainsi que le 30 avril dernier, autour de 11h
je descends sur le village, après avoir pris des informations avec des populations de la localité, pour voir s'il était encore possible d'y aller. Et quand j'arrive, je rencontre des gens et je discute. Je cherche le chef du village qui est absent pour me présenter. On me conduit au CVD, je le rencontre et je rencontre les 6 familles des victimes. Je m'entretiens avec ces familles qui m'expliquent ce qui s'est passé. Je fais mon reportage, j'enregistre, je fais mes vidéos. Et quand je finis maintenant, je me vois interpellé que, bon, comme c'est une zone, il y a des militaires qui sont à quelques mètres de là, donc de venir me présenter. Donc, je prends ma carte de presse, je prends ma carte d'identité, je viens, je me présente, il m'encourage, il me dit courage pour ma mission. Maintenant, j'étais en train de me rendre, je vois encore, on me dit non, qu'il faut que je voie l'officier qui commandait en fait les éléments qui étaient là-bas. Et c'est là, je vois une Jeep très rapidement qui vient se garer devant moi. On demande c'est qui le journaliste. Et je soulève ma main. Et automatiquement, je me vois interpellé, je me suis palpé, mon matériel arraché sur d'un seul coup. Et je suis embarqué. Et c'est comme ça qu'on me conduit de là où j'étais au marché auprès des populations civiles, à là où il y était des militaires. Et là, on me change de Jeep, on me met maintenant dans un blindé. Le blindé me fait quitter de ce village, on m'envoie en ville au camp où le haut commandement de cette opération est placé. Et c'est là où je suis reçu par le haut commandement. On cherche à savoir qu'est-ce que je fais dans la localité. J'explique qui je suis, je présente mes cartes, ils font des photos et ils demandent automatiquement aux officiers qui tenaient mon matériel de supprimer tout ce que j'avais filmé sur les lieux. Et c'est ainsi que mon matériel, on a pris mon poids. Ils demandent qu'on réinitialise. Donc, j'ai perdu mes données et mon portable est gardé. Et c'est plus tard, j'apprendrai que je serai envoyé à la gendarmerie. Et c'est comme ça que je suis parti à la gendarmerie, j'ai été auditionné, garde à vue pendant 72 heures et j'ai été libéré seulement qu'avant-hier. Et hier, j'ai récupéré mon matériel à la mi-journée et finalement, donc, j'ai pu rentrer en contact avec ma famille pour expliquer que j'allais bien. Et je félicite les confrères qui se sont engagés, ceux qui ont envoyé des messages, ceux qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Je félicite le forum qui est toujours là pour nous soutenir. Et à toi particulièrement, mon cher ami et cher confrère dans la lutte, aussi pour ce que vous faites pour les journalistes et surtout nous qui couvrons les zones sécuritaires, les zones de terrorisme, c'est très compliqué. Et c'est une fois de plus, ça dénote le climat dans lequel nous travaillons, et souvent qui est méconnu, mais qui est un climat de pression, un climat d'angoisse et de peur lorsque nous sommes dans ces territoires pour faire ce travail. Est-ce que tu me reçois? Comme si je ne te reçois pas bien. Mon micro était voilà. fermé. Je te reçois maintenant. Voilà. Alors, je te reçois. Je disais, lorsque le micro était encore coupé, que nous sommes très heureux de savoir que vous êtes finalement libre, de savoir que vous avez encore cette possibilité d'exercer votre métier. Mais dites-nous, votre téléphone portable, votre ordinateur et votre appareil étaient confisqués ou quels sont les matériels qu'on vous avait retirés? Oui, puisque ça fait, comme je disais, ça faisait maintenant depuis 2021 que nous couvrons ces localités qui sont écumées par les groupes extrémistes. Donc, utiliser la caméra devient très, très exposant et ça nous met plus, ça permet de ça nous expose. Donc, depuis un moment donné, j'utilise plus les portables. Donc, je tenais 2 portables et mon ordinateur portable. Pourquoi l'ordinateur portable? Puisque la plupart du temps, quand je vais pour couvrir ce genre d'activité, je n'attends pas revenir la nuit avant de publier mes choses. Donc, je tiens, et quand j'arrive à finir et je me trouve dans une zone de sécurité, je publie mes articles pour avoir l'information à chaud dans la tête et pouvoir retransmettre. C'est ainsi que je tenais mon matériel et c'est ce qui a été arraché. Ce qui a été arraché, c'est ce que j'avais filmé dans les portables qui ont été aussi supprimés. Et ça a été gardé d'une manière pour que je ne sois pas en contact de mon matériel, que je ne puisse pas joindre ma famille. J'ai une question pour vous. La question de savoir, est-ce que cette garde à vue freine votre ardeur à continuer à couvrir les zones de crise? Oui, ben, j'ai beaucoup garde à vue que nous, journalistes, nous sommes quand même des citoyens, mais nous sommes aussi des citoyens souvent considérés. Les militaires m'ont fait savoir pendant 45 minutes qu'on était ensemble, que généralement, la plupart des journalistes ne viennent pas sur le terrain pour couvrir les zones de crise, ils sont dans des capitales, ils racontent ce qu'ils veulent. J'ai en fait senti une forme d'impression qui fait qu'ils ne se sentent pas compris
par les journalistes. Et ils ne comprennent pas pourquoi aussi nous sommes là, dans une zone où ça tire, et nous nous retrouvons là. En fait, c'est comme une forme de surprise. Ils arrivent à savoir, ils se posent la question, que faisons-nous? Et c'est la question, on te dit, toi, tu fais quoi ici? Tu es reporter de guerre, qu'est-ce que tu fabriques ici? Ils sont étonnés de ta voix. C'est comme s'ils te trouvent un peu anormal. Ils te disent, toi, tu n'as pas peur de la mort. Ils me posent même la question, pourquoi je n'étais pas en chaussures fermées? Et en fait, comme si j'étais dans une zone, je dis, non, moi, je suis venu pour un travail, je suis venu faire de population civile. Il dit non. Donc, j'ai l'impression que dans les zones des activités des groupes extrémistes, il n'y a que deux groupes. C'est-à-dire le groupe des amis, le groupe des ennemis. Ils n'arrivent pas à comprendre que les journalistes peuvent être, eux, d'autres personnes à part entière et se retrouver là-bas pour faire autre chose. Et à cause de là, ils commencent pas à te regarder comme si tu es une personnalité étrange. Mais j'apprends plus tard avec ces mêmes militaires que le journaliste est quelqu'un. Lorsqu'ils vont me rappeler que, est-ce que je sais qu'un journaliste, c'est la première fois qu'un journaliste est interpellé dans cette zone du Togo et que le journaliste était une personnalité publique, lorsque son interpellation est faite par d'autres personnes, ça peut un peu contribuer à tenir l'image du pays, l'image des autorités locales qui n'auraient pas tout fait pour protéger le journaliste et ça pourrait même susciter, soulever d'autres organismes. Est-ce que vous comprenez? C'est là que je comprends combien ils n'arrivent pas à nous comprendre, mais ils nous respectent tels que nous sommes. Ils nous respectent tels que nous sommes et notre travail, même si des fois ils trouvent que c'est un travail qui ne peut, en fait, ils n'arrivent pas à comprendre, ils se disent que ceux-là aussi, ils ont le droit de citer. Et ça aussi, c'est important. Et ça ne pourrait pas freiner ce que nous faisons parce que les mêmes forces de défense et de sécurité attendent des journalistes dans la mesure où certains nous disaient que courage pour votre travail, courage pour votre travail. Ça veut dire qu'ils comprennent ce que nous faisons, même s'ils ne poussent pas peut-être notre façon de faire. Et ils nous critiquent certains de nos confrères et nous particulièrement, tout simplement parce qu'on ne le comprend pas. Et c'est là je dis que peut-être s'il y avait des dialogues, s'il y avait des occasions pour qu'on discute, pour qu'on comprenne pourquoi nous sommes là, nous ne sommes pas des fous, nous ne sommes pas des gens qui n'ont rien à faire. Nous venons faire notre métier, ils pourraient peut-être comprendre. Et ça ne pourrait pas freiner ce que nous faisons. Allons continuer par couvrir pour deux raisons. La première raison, parce que nous sommes passionnés de notre métier. L'autre raison, c'est que nous sommes dans la localité la cible des groupes armés extrémistes qui engagent les populations civiles. Et notre place étant sur le terrain, et les populations étant sur le terrain, nous sommes appelés à aller au courant de ces populations pour voir comment elles vivent, pour raconter ce qu'elles vivent, pour que les gens en soient informés. Voilà. Donc, nous sommes ennemis de personne. Nous sommes journalistes. Et le rôle du journaliste, c'est d'être journaliste. Et voilà en quoi il doit nous voir, en quoi il doit nous considérer tel. Il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus. Je souhaite que cette rencontre, ce webinaire soit vraiment un café où tous les journalistes qui participent ont la possibilité aussi de s'exprimer, de poser des questions. Du coup, pour les confrères qui sont là, j'active votre vidéo et votre micro afin que vous puissiez également participer au débat. Ça nous concerne la liberté de la presse, ça nous concerne la liberté d'expression, ça nous concerne parce que nous sommes tout le temps sur le terrain pour informer, pour rencontrer des gens. Et ça n'affecte pas que des journalistes qui vivent dans les régimes autoritaires partout, où les journalistes se sentent brimés dans les sites de leur travail. Quand on écoute les récentes actualités, on a l'impression comme si la situation ne s'arrange pas et c'est une vérité. La liberté de la presse est toujours en danger en 2023, mais comment assurer un environnement sain pour les journalistes? Comment leur permettre de travailler librement, de ne pas avoir de peur d'être arrêtés lorsqu'ils ne font que leur métier? Chers confrères, je viens de promouvoir FIAC, Faidi, Umbo Salama depuis la RDC. Vous avez la possibilité aussi de prendre la parole. Si vous avez des questions à poser à M. Samboué, vous êtes libre. J'attends de vous écouter aussi. FIAC, Jean-Pierre, Ruth, Simon, Elie, Mawede Makoto. Salut à tous les participants et les participants. Salut à vous tous. Je viens de vous envoyer une invitation. Dès que vous l'acceptez automatiquement, vous pouvez rejoindre la discussion et aussi nous dire quelles sont vos impressions. Est-ce que vous saviez Oui, que vous allô? alliez être gardé au-delà de... Non, FIAC. Oui, bonjour, Allô? monsieur FIAC. Bonjour, monsieur Salabé. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Kossi. Et bonjour également à notre confrère là, qui vient d'être libéré là, et surtout de courage à lui pour ce moment de péril. Ma question est la seule. Est-ce que pendant qu'il a été arrêté par ces bourreaux là, les militaires là, est-ce qu'il a subi des séquestrations de la part de ces gens pendant les 72 heures qu'il a passé entre leurs mains?
Est-ce qu'il a subi un certain nombre de séquestrations? Est-ce il a été maltraité ou tout ça? Physiquement, moralement, qu'est-ce qu'il a subi? Sur Facebook, je crois, M. Sambou dit qu'il a été bien traité, finalement. Sambou, je Oui, vous laisse la parole. La question vous est posée à vous et non à moi, donc. D'accord, Kosti, il faut considérer deux choses. La première des choses, c'est que les militaires n'ont pas exercé de pression. J'ai été bien traité, j'ai été bien accueilli, j'ai été respecté. Mes droits ont été respectés, sauf le droit où j'ai été, sauf un droit qu'ils ont violé, c'est-à-dire que je n'avais plus accès à mon matériel, je n'avais plus accès à mon téléphone pour pouvoir joindre ma famille, pour leur dire que voilà, il était déjà en situation. Mais là où ils m'ont logé, j'avais accès, par exemple, à l'eau pour me laver, j'avais droit à 3 repas par jour. Ils venaient me rendre visite à chaque intervalle de temps. Je m'entretenais avec d'autres officiers qui tournaient autour. J'avais 2 fenêtres qui étaient ouvertes sur l'espace où je pouvais voir l'extérieur. Je n'étais pas dans une chambre fermée. Donc, je peux dire que, bon, en l'état actuel, dans les circonstances dans lesquelles je me trouvais, en l'instant T, ça allait. Comparativement à d'autres situation où des confrères racontent, moi, quand même, ça allait. Et je n'ai pas été violenté. Mais il faut aussi considérer qu'il y a un préalable qu'il faut considérer. Quand ces gens d'individus, quand vous allez dans une zone de crise et vous voulez traiter l'information de crise, il faut que vous soyez préparé moralement. C'est-à-dire, quand ils vous interpellent, arrêtez-vous. Puisque si vous tentez de résister ou vous tentez de quitter, ça peut vous créer des ennuis. Donc, quand ils ont demandé ce qui, je me suis arrêté, j'ai donné le matériel. Nous avons perdu un peu monsieur Samboué à cause de la... Ah, il est de retour. On vous reçoit très, très mal. Je crois que ça, la connexion Internet fait un peu défaut. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça passe vraiment pas. Bonjour, chers confrères Akoto. Oui, bonjour aussi. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci. Et vous-même? Je vais bien aussi. Hier, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse. Ouais. Comment vous avez passé cette journée? Je dirais la journée d'hier, ça a été une journée un peu fastidieuse parce que moi, j'ai passé la journée à déchiffrer certains rapports en lien avec la liberté de la presse, que ce soit dans la sous-région. Et que disent ces rapports? Le rapport que particulièrement j'ai publié hier, j'ai fait un article là-dessus, ça concerne la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest, basée à Accra au Ghana, qui a sorti un rapport concernant les violations de la liberté de la presse sur le dernier trimestre 2022, c'est-à-dire de octobre à décembre 2022. Et dans ce rapport, il est mentionné que les violations... Voilà, c'est bon. Est-ce que vous me recevez? Je suis là, oui. Vous me recevez? Oui, maintenant nous pouvons vous recevoir. Je vous reçois très, très bien. Je vous reçois très bien. Okay. Un instant, si vous permettez, monsieur, un instant, si vous permettez que Akoto finisse et puis vous prenez la parole, si ça vous va, bien sûr. D'accord. Et dans ce rapport, il est mentionné que sur le dernier trimestre 2022, c'est-à-dire de octobre à décembre, il y a eu une baisse de violation de la liberté de la presse dans la sous-région ouest africaine. 21 cas de violation de la liberté de la presse contre 46 enregistrés lors du trimestre précédent. Mais malgré ça, la liberté de la presse n'est pas une évidence dans la région, vu que la résurgence de la crise sécuritaire, l'avènement, surtout l'arrivée au pouvoir des régimes militaires, les poutres militaires ont contribué aussi à une aggravation de la situation. Et sur 121 cas enregistrés au dernier trimestre 2022, le Nigeria est en tête de cette violation avec 7 cas, suivi du Sénégal, 4 cas, et du Burkina, 3 cas. Donc, je peux dire qu'en grosso modo, c'est ce que dit le rapport qui termine par des recommandations à l'endroit de nos professionnels de médias
à l'endroit de la CEDEAO et à l'endroit de différents gouvernements. J'espère que le rapport, je vais essayer de le partager dans le forum et vous allez lui avancer. Merci. Merci, Monsieur Koto. Je vois également la consoeur Oumi qui a levé la main. Bonjour, Oumi. Depuis la terre française ou les îles Comores? Bonjour. Comment vous allez, chère consoeur? Bonjour, Kossi, ça va? Ça va Depuis très, la très bien. Content de t'entendre. Oui, ça fait longtemps. Bonjour à tous. J'avais une question par rapport aux spécificités des pays. Kambwassa Sambwe, quand il a présenté sa situation, le fait qu'il a été incarcéré, il a expliqué des conditions assez finalement originales, puisqu'on pour des conditions de détention, c'est assez original dans la mesure où il a été bien traité. Aujourd'hui, dans le contexte de l'Afrique, du continent et de la tradition, comment le journaliste, c'est une question que je vous pose à tous, hein, comment le journaliste il peut faire en sorte finalement d'être compris en intégrant la tradition? Parce qu'il y a une façon d'aborder les gens qui finalement est assez commune au village. Et la question est de savoir aujourd'hui, puisqu'il est parti dans ce village où 6 personnes ont été tuées, et que dans ce village, des gens se connaissent, donc connaissent aussi des policiers, comment aujourd'hui le journaliste, il peut finalement, en amont, travailler finalement pour que on n'ait pas peur de ce qu'il fait. Comment il peut être finalement bien perçu en intégrant réellement les notions de tradition? En fait, j'inverse la question de liberté, parce que ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que les policiers lui ont posé la question. Vous, les journalistes, vous ne venez pas habituellement, vous restez en ville et vous ne posez pas et vous faites vos reportages à distance. Pourquoi aujourd'hui vous vous êtes déplacés? Et la question que je me pose, comme les gens se connaissent dans les villages, pourquoi il n'y a pas un travail de fond d'abord dans les villages pour pouvoir justement aborder la question du travail du journaliste, pour finalement prévenir les problèmes que ce monsieur a eu? Est-ce que ça ne peut pas être un travail qui devrait finalement être intégré dans les rédactions? Parce qu'on le sait bien, les gens dans les villages se connaissent, donc forcément le journaliste togolais ou même nigérian, quand il vient, il a d'abord finalement fait un travail de fond avec la communauté. Donc, quelque part, il est prévenu. Je ne dis pas que la police doit être l'accompagnateur. Je dis simplement qu'il y a un travail de fond avec les communautés permettant aux journalistes de n'être pas ciblés comme finalement l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire? Mais dans cet espace de cas, ce n'est pas la population, je crois, qui cible le journaliste comme ennemi, mais c'est plutôt les forces de défense qui arrêtent le journaliste parce qu'il a pu travailler, recueillir les éléments, ils ont été disponibles, ils ont livré aux journalistes les informations dont ils avaient besoin, mais l'inquiétude finalement se révèle du côté des militaires qui ont arrêté. Je ne sais pas si j'ai bien compris le fond de votre question. Moi aussi j'ai compris, mais on lui a bien dit, il a été bien traité. On lui a juste posé la question, pourquoi aujourd'hui tu viens? Si la communauté, si les communautés étaient prévenues de sa venue, elles auraient pu quelque part aussi parler en son nom, parce qu'il a été ciblé. On a dit qui est journaliste. À partir de ce moment-là, tout le monde est parti. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, on parle de régime autoritaire, mais encore une fois, il y a cette solidarité. Le journaliste, il fait partie de la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir du moment où la communauté est au courant que la personne est là, les policiers, quelque part, ils ont une autre attitude parce que la communauté, quelque part, elle fait front pour la personne qui va venir pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce cadre-là que je pense que c'est important. Je n'idéalise pas la communauté, hein, et je n'idéalise pas les policiers. Hein. Je dis simplement que c'est nécessaire quand même aussi d'intégrer la communauté dans l'approche du journaliste. Madame Oumi, maintenant, je peux affirmer que j'ai compris le fond de votre question. Là, c'est parfaitement compréhensible.
Kamboissé, est-ce que vous souhaitez répondre? J'ai aussi un petit commentaire quand même sur la question de Madame Oumi qui est très intéressante, mais je vous laisse d'abord, vous qui avez vécu cette situation, y répondre avant que je ne fasse mon commentaire à moi. D'accord, merci Kossi. Merci encore à la consoeur qui a posé la question. Et il faut considérer que dans les zones de crise, lorsque vous couvrez ces zones, il y a une particularité. C'est pas comme nos communautés sont entre deux pressions, la pression des groupes extrémistes et la pression des forces de défense et de sécurité. Et les communautés voudraient parler, partager leur quotidien. Ces communautés sont souvent ouvertes. Ils nous attendent, ils nous connaissent. Quand nous venons, nous parlons, ils savent qui nous sommes, ils veulent se confier à nous. Et au même moment, ils ont la pression des forces de défense et de sécurité. Et lorsque vous venez, qu'est-ce qui se passe? Il se fait qu'il y a des consignes qui sont données à ces communautés, il y a des signes de ne pas en fait recevoir des gens. Mais les communautés veulent vous recevoir en tout cas. Parce qu'on leur dit, ils viennent, ils vous reçoivent. Mais parmi eux, il se trouve qu'à un moment donné, vu la pression, ils sont obligés de venir dire, effectivement, ils sont venus nous voir, mais c'est eux comme ça. Et comme l'armée ou bien les forces de défense et de sécurité aussi sont là, ils ne voudraient certainement pas que les journalistes viennent dans ces localités, ils profitent certainement de nous interpeller. Sinon, je crois que c'est l'environnement. Les communautés nous protègent et nous comprennent. La plupart, quand nous arrivons, ils nous accueillent, ils s'expriment même leurs émotions en pleurant, en nous confiant, en nous disant de porter haut leurs paroles afin que les gens en soient informés. Ça pour combien de fois ils sont prêts à nous informer? Même la preuve, quand j'ai été garde à vue, il y a les communautés qui sont venues, là où j'étais allé, ils sont venus expliquer que effectivement, le gars, c'était une bonne personne, c'était un journaliste, il est venu de façon inoffensive, il nous a même soutenus, même beaucoup de militaires en ont témoigné pour dire, voilà, le monsieur, il a été seulement naïf. J'ai entendu ce mot-là, il a été naïf, il a fait son travail, il s'est retrouvé dans un endroit. Donc on comprend combien de fois nos communautés nous protègent, nous comprennent. Mais la pression centrale est énorme, de telle enseigne qu'en voudrant même nous prendre à un moment donné sur les tennis, pas quelles peuvent être les retombées après. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Merci. Aussi, j'ai également une question à l'endroit d'Edouard. Oui, vas-y, monsieur Akoto. Edouard, d'abord, félicitations pour cette aventure. Ma question est de savoir si, réellement, ça je rejoins la question de la consoeur qui vit en France, avant d'aller dans cette zone-là, on sait que la situation sécuritaire est un peu fragile. S'il ne serait pas en amont intégré, du moins avertir le haut commandement militaire, il sache qu'il y aura un journaliste qui va venir dans la région pour pouvoir ne pas se retrouver dans une zone un peu plus dangereuse, c'est-à-dire pour notre propre sécurité. Kossi, la question adressée à moi, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Donc, est-ce que le confrère souhaiterait savoir, pour s'aventurer dans ces zones, c'est plus ou moins souhaitable de s'adresser au commandement militaire? Voilà. Et bon, aujourd'hui, en fait, c'est la préoccupation qui est sur la table. On demande aux journalistes avant d'aller dans des zones de crise, d'informer souvent les forces de défense et de sécurité pour essayer de recueillir leurs conseils avant de s'y rendre. Je pense que c'est acceptable. La plupart du temps, il faut le faire. Mais il faut aussi relativiser. La localité dans laquelle j'étais allé, c'est une zone qui avait subi une attaque extrémiste, mais les populations y vivent. Comparativement aux autres localités où il y a plus de population, où l'armée a fait des entrées et des sorties en possession des militaires. Ça veut dire que quand tu es journaliste, tu sais automatiquement que c'est une zone d'intérêt militaire de haut degré, les zones rouges. En entrant, on vous dit, si 16 heures sonnent, on ne veut pas vous voir ici. Quand tu arrives, on regarde même tes pièces avant que tu ne traverses les routes. Donc, dans ces localités, vous n'avez pas le même comportement. Quand vous voulez venir, vous êtes obligé de collaborer, d'aller voir les forces de défense et de sécurité. Mais dans des localités où l'attaque a eu lieu, où les populations ne continuent pas à aller et venir, les premières sources d'information pour les journalistes, c'est d'abord les populations. Après, les forces de défense et de sécurité vont s'en suivre. Et c'est important. Donc, je pense que quand tu es issu d'une communauté comme nous, qui connaissons nos communautés, que nous parlons les mêmes langues, nous avons les mêmes cultures, on arrive à comprendre quand ils vous disent de venir. Quand la plupart du temps, quand ils vous disent de venir, ils vous disent tout va bien, ils arrivent à vous expliquer. 2 ou 3 personnes qui vous disent ça, ils savent que vous pouvez venir. Donc, c'est sur ça aussi on se base pour aller. Mais ce n'est pas exclu qu'à la longue,
au regard de ce qui se passe, au regard de la pression qui est exercée sur les journalistes, au regard des interpellations musclées, extraordinaires qu'on impose aux journalistes dans des zones de conflit, il est de plus en plus important pour les journalistes de peut-être plus ou moins de collaborer avec certaines sources locales. Et pour moi, dans mon cas, j'ai voulu collaborer avec le chef de village. C'est pourquoi ma présence, premièrement, était de me baser sur le chef de village, qui est l'autorité. Et comme il n'était pas là, je suis allé vers le CVD. Et c'est par la suite que les choses se sont mal tournées. Sinon, en principe, lorsque vous arrivez, le chef de village que vous reçoit, il peut vous dire, mon cher, ici les militaires ont dit comme ça, je vous dis de rentrer. Et la plupart du temps, c'est comme ça que nous travaillons. Mais je conseille aux confrères, au regard du contexte, à eux d'activer leur réflexe pour voir qu'est-ce qu'il faut faire en collaborant avec ces individus, surtout les forces de défense de sécurité, pour se voir en fait informés. Mais je te conseille, au regard de l'expérience que j'ai eue au Burkina Faso, l'expérience que j'ai eue au Togo, de se faire escorter par les forces de défense de sécurité pour aller dans nos localités pour des reportages. Pourquoi? Parce que les villages sont des petits villages. Et si vous venez avec les forces de défense de sécurité et on vous a vu, ça veut dire que vous êtes à force de défense de sécurité, vous n'avez plus neutre. Et la prochaine fois, quand vous serez ailleurs, il y aura plus de forces de défense de sécurité. Vous vous êtes déjà vu, on vous avait déjà montré, et en ce moment, les populations ne peuvent plus vous protéger. C'est ça que je voudrais que les gens comprennent. J'ai compris, moi j'ai compris, mais il y a un élément qui est intéressant aussi. Dans ces villages, il n'y a pas de radio communautaire? Non, les radios communautaires sont en ville, souvent à 45 km, qui couvrent des zones qui ne couvrent pas d'autres zones. Et dans ces radios communautaires, ce sont souvent des radios d'État. Et dans nos localités, les autorités ne communiquent pas sur la situation sécuritaire. Pour avoir les informations concernant la situation sécuritaire, il faut en fait faire recours à nous, les médias privés, qui donnent des informations dans des conditions les plus difficiles. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité pour vous, voyant que c'est compliqué, d'impulser auprès de ces villages une radio communautaire qui serait cette fois-ci tenue par des journalistes comme vous et la communauté et les communautés villageoises? Parce que moi, je pense que c'est ça le vrai souci. Il n'y a pas de lien direct entre les communautés villageoises et les médias. Et donc, quand vous arrivez là-bas, vous êtes comme des étrangers. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas une possibilité d'impulser la création d'une radio communautaire par justement votre réseau et le réseau de COSI? Oh, ce n'est pas le réseau de COSI, malheureusement. Non, je veux dire, parce qu'on parle de liberté de la presse. Quand on parle de liberté de la presse, ce n'est pas le réseau de COSI, ce que je veux dire par là, c'est l'initiative de COSI est intéressante. Soulever les problèmes récurrents du continent liés à la liberté de la presse, c'est aussi intéressant, mais trouver les solutions, je trouve que c'est aussi intéressant. Aujourd'hui, le fait que vous soyez sortis de prison rapidement, qu'on ait tous finalement réagi parce que finalement vous étiez incarcérés et que vous ne l'êtes plus, c'est peut-être l'opportunité de créer une dynamique autour d'une radio communautaire qui lie ces deux villages à la fois du Burkina et à la fois du Togo. Kossi, excusez-moi, hein, peut-être que je sors du sujet. Non, tu ne pas vraiment sorti du sujet, mais on va aborder cela dans la seconde partie de cet échange. Quelles sont les solutions au-delà en fait de la création d'une radio communautaire, globalement, parce que quand on parle de la liberté de la presse ou quand on parle des menaces faites aux journalistes, ce n'est pas qu'au Togo, en Russie, ou même aux États-Unis, en Corée du Nord, en Chine, partout dans le monde, en fait, l'exercice du métier est devenu compliqué. On l'a récemment vu avec l'assassinat d'un journaliste au Cameroun, Martinez Zogo, dont le souvenir est encore vif dans notre mémoire, ou au Rwanda, où un journaliste est décédé selon les autorités dans un accident. Et l'ONG Human Rights Watch dit en fait que cet accident-là a eu lieu dans des conditions vraiment ambiguës. Les journalistes sont menacés. Et moi, ma question, c'est quelles sont finalement les solutions aujourd'hui? On a peur. On a vraiment peur. Lorsque vous descendez pour travailler, ce n'est pas pour se faire arrêter, c'est pour apporter une information. Et quand les journalistes sont parfois les yeux pour moi du public, qui sont là pour regarder les témoins et pour raconter, mais si finalement vous ne pouvez plus descendre sur le terrain et que vous êtes condamné à devenir des journalistes de bureau ou à ne mettre que des appels téléphoniques pour recueillir des informations sans recueillir sur le terrain les avis des uns des autres, je pense que
le métier aujourd'hui avec toutes les menaces qu'on a avec l'intelligence artificielle, la désinformation, les deepfakes et tout, si on ne trouve pas de solution, on va peu à peu vers la perte de confiance finalement du public. Et quelles sont les solutions aujourd'hui, surtout lorsqu'on travaille, je mets l'accent sur ce point, dans des régimes autoritaires. La collaboration. Moi, ce que je ne comprends pas, en fait, qu'aussi, le travail, il se fait avec les communautés. Ce qu'a dit Koumbouassa Samboué est assez intéressant, puisqu'il connaît les communautés, il parle avec les communautés. Les solutions, elles viennent des communautés. Les journalistes ne viennent pas d'ailleurs, ils viennent tous d'une communauté particulière. Il a parlé du rôle de la langue. Je pense que rien ne fera disparaître le journalisme, en tout cas pour l'Afrique, dans la mesure où il gardera justement un lien avec sa culture et sa langue. Et le fait de parler la langue, de comprendre la langue et de comprendre les traditions, c'est une force. Le journaliste de terrain, c'est celui qui comprend réellement ce que vivent les gens. Donc, à partir du moment où ce qu'a fait Koumbouassa Samboué est assez intéressant, parce qu'il a su que c'était compliqué, il l'a fait parce qu'il comprend les gens, il sait et il parle la langue. Et aujourd'hui, moi, je pense que réellement, le journalisme n'est pas en danger avec l'intelligence artificielle pour l'Afrique, parce que, encore une fois, les langues africaines ne sont pas encore toutes reconnues au niveau international. Donc, on a encore une marge. La jeunesse africaine, c'est la solution. La jeunesse africaine, c'est réellement la solution, à condition qu'elle soit justement bien encadrée par des réseaux communautaires et par des journalistes expérimentés qui vont sur le terrain. Madame Oumi, vous insistez beaucoup sur les radios communautaires. Je vois M. Umbo Salama qui a levé la main et qui travaille, lui, dans une radio communautaire, si je ne me trompe. Si vous permettez, M. Samboué, puisqu'on est sur le terrain des radios communautaires, je voudrais laisser la parole à M. Salamon de la République démocratique du Congo pour son intervention. Je vois qu'il a levé la main. Bonjour, M. Salamon. Oui, bonjour Kossi. Je ne sais pas si là, vous m'écoutez. On vous entend parfaitement bien. Oui, ok. Ma contribution, c'est par rapport à la question que vous avez posée sur les solutions. Et tout d'abord, je dois remercier le courage de notre confrère togolais qui c'est vrai, il a subi de la peine. Mais aussi, ce que j'encourage chez lui, c'est ce côté-là de prendre ce genre d'initiative, puisque quelque part, dans plusieurs rédactions, on voit ce genre de journalisme de terrain qui commence un peu à disparaître. Peut-être à cause de la peur, à cause de quoi, on fait presque le journalisme de desk. Tout le monde reste à la rédaction, on se contente de certaines publications sur Facebook et sur WhatsApp pour en tirer une information. Mais ce courage de se rendre sur le terrain, c'est déjà quelque chose à encourager. Et comme solution pour qu'on puisse être au moins en dehors des radars des prédateurs de la presse, moi je pense quelque part nous devons aussi promouvoir le journalisme collaboratif, puisque c'est trop facile de s'attaquer à une seule personne, à un seul média, que de s'attaquer à plusieurs médias à la fois. À supposer les reportages que notre confrère est allé réaliser et qu'ils étaient sur le terrain en 3 journalistes, par exemple, celui qui est, par exemple, qui peut faire des vidéos, celui qui peut faire le média en ligne ou la presse écrite, celui qui peut faire la radio, celui qui est expert, par exemple, à des données, et que vous tous, vous tombez sur ces genres de difficultés, à ce moment-là, vous pouvez vous en sortir facilement. Et aussi, les policiers que vous avez rencontrés auront peur de faire pression à 3 ou 4 journalistes à la fois, et cela peut contribuer à ce que et on puisse sentir que en fait, les gens ont besoin de cette information. Je crois que prendre le côté collaboratif dans le journalisme de terrain, cela aussi peut aider quelque part à ce que les journalistes ne puissent pas se sentir intimidés, ne puissent pas se sentir comme s'il est seul sur le terrain, comme s'il n'est pas accompagné. Et là, ça peut lui donner la force. Et même l'information que vous allez produire
va aussi donner encore plus de force puisqu'on va atteindre un grand public et ça va beaucoup plus résonner. Et même la population locale, la population sur laquelle vous avez mené des reportages, va sentir que leurs voix ont atteint les niveaux des gouverneurs, des autorités. Et là, ça peut les mettre aussi à confiance, donner aussi la confiance aux journalistes. Et là, peut-être ça peut changer quelque chose. Mais le journalisme de terrain, comme vous l'avez fait, en tout cas, pour ça, moi, je vous encourage beaucoup. Merci, cher confrère Salaman. Monsieur Behogo, du Burkina Faso. Salut. Vous avez levé la main depuis un certain temps. Vous avez maintenant la possibilité de prendre la parole. Si vous n'êtes pas encore prêt, je reviens à la question de Madame Oumi sur la création des radios communautaires. Je vous attendais, hein, Monsieur Salama, sur cette question, puisque vous êtes directeur du radio communautaire. Vous travaillez aussi dans la partie, quoi, au nord Kivu. Oui. Dans cette partie où il y a des groupes extrémistes aussi, il y a des groupes armés, autant de groupes armés qu'on écoute au jour de jour, des actions qui sont commises aussi sur des journalistes. Est-ce que vous pensez que les radios communautaires sont la solution? Il y en a beaucoup en RDC par contre, mais je ne pense pas que ça résout vraiment le problème. Oumi, Kossi est toujours là pour vous. Oui. Oui, il y en a beaucoup de médias communautaires en République démocratique du Congo et dans notre province aussi avec beaucoup de réseaux sur les radios communautaires. Et de ce côté-là, on sent que les radios sont là pour donner d'abord la confiance à la population, mais quelque part, dans la zone, les radios sont bitées à plusieurs difficultés. Par exemple, actuellement, nous avons des radios qui sont dans une zone qui est contrôlée par des rebelles et les journalistes qui sont là sont contraints de travailler selon la vision de ces rebelles. Alors, il y a une sorte de cacophonie actuellement. Le gouvernement qui dit que ces radios communautaires ne doivent pas donner la parole à des rebelles. Et les rebelles disent aussi que les radios ne doivent pas donner la parole au gouvernement. Et à ce moment-là, ils sont tirés de gauche à droite. Et aujourd'hui, il y a par exemple des journalistes que j'ai contactés dans cette zone il n'y a pas longtemps, qui m'ont dit que par exemple, ils ont été obligés de changer leur programme de diffusion. Ils ne diffusent plus les informations locales, donc les journaux. Beaucoup de ces radios ont déjà suspendu les journaux locaux et sont obligés maintenant de relayer d'autres médias pour informer les gens. Donc, on peut relayer la RFI, il y a ceux qui relayent la BBC, la Deutsche Welle, ou la Voix de l'Amérique, la VOA, et c'est comme ça que et les autres parties s'est réservé à des communiqués ainsi qu'à la musique ou à des salutations, ou c'est un peu de réunir les gens, faire appel, quelqu'un qui peut dire j'avais mon fils ou ma mère qui est parti et je ne sais pas comment la retrouver. Donc, c'est un peu d'unir les familles, mais dire qu'ils vont diffuser les informations par rapport à tout ce qui se passe dans leur zone, ça devient compliqué. Et c'est là aussi ce qui met mal à l'aise les radios communautaires qui sont dans la zone où les gouvernements, comme les rebelles, ne donnent pas la facilité. Puisque ici, chez nous, en République démocratique du Congo, il y a un communiqué du ministère de l'Information et de la Communication qui a déjà interdit aux journalistes de ne pas accorder la parole aux belligérants. C'est-à-dire, on doit diffuser toutes les informations selon la vision du gouvernement seulement. Et dans ce cas, quand nous diffusons les informations de cette façon, puisque un jour, j'avais discuté cette question avec les porte-parole des FRDC dans la zone opérationnelle, je lui dis, vous, quand vous nous donnez l'information d'une manière linéaire, il y a aussi les rebelles de leur côté qui vous êtes en train d'incriminer, même sur des choses qu'ils n'ont pas fait, et à ce moment-là, ça retombe sur nous, puisque les rebelles aussi nous connaissent. Ce n'est pas dire qu'il n'y a que le gouvernement qui nous connaît, mais les rebelles aussi nous connaissent. Et à ce moment-là, ça nous met mal à l'aise, nous, les journalistes, de dire que nous allons diffuser seulement la vision du gouvernement. Et quand nous diffusons ça, nous nous mettons aussi à dos les différents rebelles, les différents groupes armés qui viennent parfois ils viennent vous atteindre même à votre rédaction et vous dire dès que vous avez diffusé là-bas, même si vous avez cité les FRDC, donc les FRDC, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo,
Même si vous avez cité les gouverneurs, si vous avez cité les maires de ville, mais il dit, ce que vous avez diffusé, c'est du mensonge. Ce n'est pas de cette façon que l'histoire se sont passées, ainsi de suite. Et ça nous met aussi mal à l'aise, ça nous met presque en insécurité. Et pour vérifier l'information, ça nous prend aussi beaucoup de temps avant de la diffuser. Et c'est comme ça que quelque part, il y a maintenant la population qui commence un peu à s'intéresser plus à des informations qui sont diffusées sur des WhatsApp et sur des Facebook, que de suivre à grande partie l'information qui passe dans les radios. Et donc, nous sommes un peu tirés de tous les côtés. Il y a la population à qui on doit donner la vraie information, mais le gouvernement nous limite à donner cette vraie information aussi. J'ai compris. J'ai compris et je vois la difficulté. Maintenant, vous avez souligné 2 éléments importants. Les gens passent par les réseaux sociaux pour donner les informations. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une possibilité d'anonymiser les journalistes, c'est-à-dire faire en sorte de rendre anonymes les journalistes en créant une radio communautaire en ligne avec la possibilité de relayer l'information sans qu'on sache qui la donne? Mais c'est vrai. Parce que quelque part, aujourd'hui, quand vous avez soumis la possibilité du travail collaboratif, le travail collaboratif se fait déjà au niveau régional et international. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui sont en Afrique ou en Asie, dans des zones à conflit, qui travaillent avec des journalistes internationaux. Moi, je me pose la question, pourquoi le travail ne pourrait pas se faire dans la région, c'est-à-dire en Afrique, avec des journalistes donc de la région, on va dire pour le cas de la RDC, la région d'Afrique centrale, et une radio finalement qui serait en ligne, où finalement on n'aurait pas la possibilité de savoir qui sont les personnes qui travaillent dessus, avec réellement une stratégie. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont intéressants, mais repris par des personnes qui ne sont pas forcément journalistes, donc quelque part, il y a une dérive. Si maintenant, vous êtes dans ces réseaux sociaux, vous connaissez les personnes qui lisent et écoutent ce qui se dit dans les réseaux sociaux, vous pouvez aussi vous créer une dynamique autour des radios en ligne communautaires. J'insiste, hein, Kossi. Gérard, c'est une idée intéressante. Oui. Alors, mais moi, oui. Puis Gérard, avant qu'on ne revienne encore sur cette... Parce que d'un côté, il ne faut pas aussi oublier la question des fonds. Lancer une radio communautaire alimentée, il y a les questions cruciales du financement aussi, parce que je crois qu'avec les financements, les journalistes feraient beaucoup de choses. Mais le financement, on va arriver, si on a toujours le temps et si on peut continuer à plus d'1 heure, mais je vois Gérard souhaiterait parler depuis un moment, je lui laisse l'occasion avant de revenir encore sur cette question importante. Oui, bonjour Kossi Balao, bonjour Edouard Samboué et bonjour à tout le monde pour votre interaction. Je vous suis de près depuis le Burkina Faso à Ouagadougou. Disons que l'avènement de la crise sécuritaire a affecté effectivement le travail du journaliste parce que, notamment au Burkina, ici, si je partage l'expérience, on voit qu'on pratique plus de journalisme assis que du journalisme terrain. Donc, les journalistes, effectivement, se contentent de relativiser les informations qu'ils ont sur les réseaux sociaux et notamment sur les plateformes des web activistes. Et moi, je passe en disant que je traite même ce thème-là sur l'influence du web activisme sur le journalisme burkinabé, lutte de légitimité ou de reconnaissance. Pour dire vrai, moi, je salue la bravoure de mon ami Kambouissa, qui est allé au Togo et qui a rencontré ces difficultés. Mais quand même, j'ai une préoccupation à lui poser, à lui soumettre. Est-ce qu'en allant sur ce terrain aussi fragile, avait-il conscience que sa vie était bien sûr en danger? Est-ce qu'il a prémédité le danger de sa propre vie en allant sur le terrain? Et d'où il tire ce courage pour aller sur ce terrain glissant? Et pour répondre également à la préoccupation de madame sur la radio communautaire, c'est bien, mais je dirais, madame, qu'on ne peut pas créer une radio, parce que l'image que je vois, c'est comme une radio fictive, si je me permets, sans identité des journalistes.
Et pour moi, le journalisme qui est traité sans l'identité du journaliste lui-même pose problème parce qu'on ne parle plus de sa crédibilité, mais également de sa notoriété. Parce qu'on travaille pour pouvoir donner l'information à un public crédible, mais également pouvoir faire son autopromotion parce que l'information traitée doit être en éphasage éventuellement avec le magistère du journaliste. Et pour moi, ça, on remet en cause et c'est très difficile par rapport à votre proposition parce que c'est complexe. Oui, mais celui qui dirige ne doit pas être connu. Encore une fois, bien entendu que le journaliste, on sait qui il est, mais la personne qui dirige le média, elle n'est pas connue. Moi, je pense que ça peut être intéressant dans la mesure où il y a quelqu'un qui finalement qui est anonyme et vous, le travail, finalement, il se fait, mais il n'y a personne qui fera en sorte que la radio n'existera pas. Oui, c'est possible. Mais je pense que mon ami du Congo qui parlait du journalisme collaboratif, c'est possible. Mais en fait, le cas africain, c'est un peu compliqué parce que, quelles qu'en soient les circonstances, on va finir par vous dénicher là où vous êtes. Hein. Oui, c'est ça. Oui, parce que tout le monde se connaît. Maintenant, à partir du moment... Aussi à parler du problème du financement. Le financement aujourd'hui pour les médias passe par les associations. Si l'association travaille, si les journalistes travaillent pour la création d'une association crédible et qui finalement est soutenue financièrement parce que le financement passe par vient aux associations, moi, je ne vois pas pourquoi, finalement, ça ne fonctionnerait pas. Vous, justement, ce qui a fait en sorte que le régime, alors dites-moi si je me suis trompée, je me trompe, hein, le régime de Blaise Compaoré est tombé, c'est une radio, apparemment, qui était finalement, alors, dans la diaspora, on ne sait pas qui, et finalement, l'information est passée et le régime est tombé. Est-ce que je réduis l'information ou pas? Ça pose... Dites-moi si je me trompe. Alors, donc, vous proposez une communautaire à titre numérique, c'est ça? Ben oui, avec un soutien financier d'un organisme qui finance cette association. Et là, moi, je pense que l'association n'aurait pas de possibilité d'être finalement effacée du jour au lendemain. Là, ce qui se passe au Congo, je comprends. Ils sont sur place, les rebelles sont là, c'est très compliqué. Donc, on leur dit, voilà, vous ne pouvez pas. Alors qu'aujourd'hui, même si le journaliste, et c'est là encore une fois la protection et le travail qu'a fait Kambouassa Samboué tout seul, et il est revenu, grâce à Dieu, sain et sauf, c'est risqué, il l'a fait parce que c'est dans le métier. Ben, finalement, ce qui serait intéressant dans le cadre de cette association, c'est le soutien après et pendant. Avec cette radio. En fait, c'est dans les statuts, tout ça. Et je pense que c'est une réflexion qui doit se poser. Madame Oumi, il ne faut je pas aussi... dans les détails, pardon. Vous savez aussi que dans nos pays, il y a bien des lois qui existent, bien des réglementations qui entourent la création d'une radio, qu'elle soit une radio physique ou en ligne, et que si vous êtes anonyme, lorsque vous êtes poursuivi, finalement, vous n'avez pas les mêmes peines, vous ne jouissez pas de certaines protections et que ça peut s'avérer fatal pour ces journalistes qui travaillent dans ces radios qui finalement vont être identifiés peut-être comme étant financés par des groupes terroristes. Nous savons très bien comment ça fonctionne mais moi, c'est pas les on fait porter aux journalistes des faits, oui. C'est pas du financement en sous-marin, hein. C'est un financement qui se fait de manière claire et je pense que dans les différentes associations et organismes de financement, il y a une possibilité d'aider réellement la presse à mieux se structurer et faire en sorte que finalement, en fonction des lois dans les pays, qu'il y ait une protection réelle. Et je pense que rendre l'information de manière numérique, ce n'est pas pour créer une confusion. Non, au contraire, c'est pour permettre finalement aux journalistes de savoir qu'ils ont quand même une base sur laquelle ils peuvent travailler et du jour au lendemain, elle ne disparaîtra pas. Ça, en fait, c'est une piste de réflexion. Je n'ai pas la solution. Je dis juste qu'aujourd'hui, il est nécessaire de penser aussi à la possibilité de numériser l'information en Afrique et d'être financé pour le travail des journalistes par des organismes qui
comme l'organisme dans lequel vous travaillez, finance les activités. Et je pense que ça serait bien aussi d'avoir un retour sur l'activité de ces journalistes qui travaillent en ligne et pas uniquement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans le cas des Comores, par exemple, on voit chaque village a une page Facebook. Ce n'est pas une radio, mais c'est un média qui devient finalement le média du village. Quand on dit que les gens passent l'information à travers les réseaux sociaux et que finalement les gens suivent les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont fidélisés par rapport à quelque chose. Si aujourd'hui le journaliste prend en charge réellement le pouvoir de ces réseaux sociaux à travers un média numérique qui est avec des statuts clairs et un financement clair, moi je ne vois pas pourquoi finalement… Il y aura des problèmes, bien entendu, parce que le travail de journaliste est très compliqué, mais les statuts seront clairs et le financement sera là aussi, parce que ça sera une association. Bon, je vous endors. Monsieur Sambwa, Kokambwasi, tout a tourné autour de vous finalement. Aussi, effectivement, il y a Bego, mon cher ami et frère, qui pose la question de savoir est-ce que j'avais mesuré les conséquences de mon acte. Je voulais seulement lui dire que devant la mort, lui-même le sait, nous pleurons pour les êtres que nous avons aimés. Et lorsqu'on est interpellé de façon spectaculaire, on nous assimile à des gens ou on nous transporte dans des bases de l'armée, on se sent isolé, on se pose la question pourquoi se retrouver ici. C'est des questions légitimes, des questions existentielles. Mais comme je viens de le dire, on n'enseigne jamais dans une école de journalisme comment aller à certains moments au bout d'un certain nombre de choses. Il y a des limites à certaines choses. Donc, lorsque nous sommes engagés, nous allons seulement pour faire ce que nous voulons faire, pas pour faire du mal à quelqu'un. C'est comme un chauffeur qui prend son bus pour aller de Lomé à Ouagadougou. L'accident peut arriver, les aviateurs tombent. Donc, comme l'a dit la consoeur, ça fait partie des risques de monsieur, nous devons assumer ça philosophiquement. La question de la couverture des zones d'extrémisme, surtout quand ta localité est touchée, ça devient une question de conviction. On n'enseigne pas ça. Tu peux décider de fermer tes yeux sur ce que vivent ta localité. Mais le moment où des gens vous interpellent, vous comprenez ce qui se passe, vous avez envie de raconter pour voir ce que ça change. Vous avez envie de dire, quand vous arrivez, les populations pleurent à vos épaules. Ils vous disent comment ils vivent. Ils veulent que leurs situations soient connues. Qui vous racontent, comme dans le cas de Waljo, vous dit, nous ne voulons pas abandonner nos villages. La saison pluvieuse arrive. Nos moutons ont été vandalisés, nos choses ont été brûlées. Nous voulons du soutien. Nous voulons résister. Ils ont besoin que leur message passe pour que des personnes partagent leur quotidien. Donc, je voulais dire à mon ami Beogo, qui est en même temps mon voisin, parce que lui, son village n'est pas aussi loin de mon village, et nous vivons les mêmes péripéties. Mais devant le mal que vivent nos sociétés, le journaliste n'est pas d'une société, il est autant impacté. Et quand le mal arrive, comme ce qui est arrivé malheureusement, nous pleurons dans le silence, mais nous croyons avoir fait du bien, et c'est ça qui nous donne la joie. Parce que nous ne nous reprochons rien. Nous sommes tous juste allés pour le travail, nous ne sommes pas allés pour autre chose. Et ce que moi j'allais dire très rapidement, c'est que les gens comprennent que nous sommes journalistes, et nous n'avons pas choisi d'être dans une zone de crise. C'est une guerre qui nous a été imposée, une crise qui nous a été imposée, et nos populations meurent, et nous sommes impactés, nos familles sont touchées. Et c'est parce que nous sommes journalistes, nous sommes issus de ces localités que nous vivons ça. Pas qu'on l'a voulu, pas qu'il n'y a pas de plaisir à couvrir les pleurs des gens. Parce que quand on rentre la nuit, les personnes vous chargent leurs émotions et vous n'arrivez pas à dormir parce que c'est des gens qui sont blessés. Vous trouvez des gens qui sont blessés, des gens qui sont meurtris, qui vous transmettent. Et nous sortons malades. Il n'y a pas de joie à ça. Et ceux qui n'ont pas encore compris que nous, journalistes, on a besoin de nous dans ce genre de situation, ils n'ont pas encore compris. Mais tout le monde a une vocation. Si vous pensez que votre vocation est là-bas, je pense que vous devez assumer vos conséquences, vous devez assumer les actes que vous posez et en ce moment, à vous de voir ce que vous faites. Sinon, on n'enseigne pas. Il y a la peur, il y a la panique, il y a le découragement. On sent qu'on est seul, mais qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on se trouve à un moment donné dans de mauvaises circonstances, il faut s'assumer. Je pense que nous avons excédé 1 heure et on peut bien vouloir continuer cette discussion jusqu'à encore 2 heures ou 3 heures si nous sommes tous disponibles. Mais il y a certains qui ont levé la main qui n'ont pas la possibilité de parler. Donc, ces personnes-là, Ferdinand et Jean-Pierre, avant qu'on ne termine la session, prenez la parole et dites-nous ce que vous pensez de ce sujet qui fait objet de débat depuis 1 heure. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Jean-Pierre, c'est de la RDC ou du Burundi? Non, Congo. Congo Brazzaville, Bon. ok.
Très souvent, on confond, mais c'est normal parce que nous sommes des jumeaux. Hein. C'est ça. Voilà, Congo-Brazzaville, RDC, rien, il n'y a aucune différence, il n'y a que le fleuve qui nous sépare, mais le fleuve, c'est un héritage commun. Ce sont les mêmes cultures, les mêmes noms, les mêmes traditions, les mêmes langues. D'ailleurs, je profite de dire à mon confrère de RDC, Ndekombo Tenayo. En fait, je lui ai seulement dit, mon frère, bonjour. Alors, ceci dit, oui, c'est un sujet très délicat. Effectivement, la sécurité absolue dans ce métier n'existe pas. Ça, je dois ce principe à Donan Mbaya Chimanga, de journaliste en danger, de l'ONG Journaliste en danger, de RDC bien entendu, qui a toujours dit ça. Sécurité absolue pour le journaliste n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas non plus. Mais il nous appartient à nous, journalistes, de nous prémunir d'un certain nombre d'éléments pour réduire tant soit peu des risques, ces risques-là. Par exemple, pour le cas de notre confrère Samboa au Togo, bon, le fait de se rapprocher des populations, c'est déjà une façon pour le journaliste de les rassurer. Il faut qu'en allant là-bas, dans une zone même hostile, on doit fournir cet effort-là de rassurer les personnes qu'on va rencontrer. Et non, on vient pour vous. Moi, il arrive des moments où, tel que chez moi, ici au Congo, dans certaines zones, lorsque je sais que là-bas, les gens parlent la même langue que moi, eh bien, je fais mes interviews en langue, dans ces langues-là, et je sais, puisque moi, je vais traduire, encore que je fais la presse écrite. Voyez. Donc, déjà, j'efface cette barrière linguistique. Et c'est une façon pour moi de les mettre en confiance. Et même avec les responsables, les forces armées, tout ça, je me souviens ici, c'est vrai que nous ne sommes pas en guerre, mais ici, il y a eu un cas divers. Un monsieur a été probablement assassiné par un chef de la police. Alors, ce monsieur, le sachant brutal, le sachant méchant, je me suis dit, si je vais le rencontrer comme ça ne sera pas bien. Je me suis confié à sa hiérarchie. Je suis allé demander l'autorisation à ses supérieurs. Ah, je veux interviewer tel colonel sur tel aspect. Est-ce que je peux avoir l'autorisation? Ils m'ont donné l'autorisation. Et quand j'arrive là-bas, d'ailleurs, eux-mêmes m'ont appelé. Ah, il y a un journaliste qui arrive sur tel cas. Et quand j'arrive, j'avais déjà cette couverture. Et donc, j'avais montré à ces autorités l'intérêt pour eux de communiquer sur cette affaire. Donc, c'est à un journaliste de toujours montrer l'intérêt. Ah, voici, c'est avantageux pour vous si vous communiquez sur cette affaire. Donc, voilà, c'était un peu ma petite contribution. Le temps, il y a l'impératif temps. Et donc, je laisse la parole aux autres confrères et je souhaite bon courage. Je compatis à la situation des confrères qui sont au Burkina Faso, au Mali, tout ça, qui sont confrontés à un certain nombre de contraintes. Bon, mais c'est notre quotidien. On est là de cœur avec eux. Merci beaucoup. Merci, M. Jean-Pierre. Ferdinand du Burundi. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour Ferdinand. Ça va? Ça va. Je salue donc l'initiative que tu as prise pour nous partager ce webinaire aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses à travers nos confrères Samboé et aussi d'autres parce que je suis arrivé tardivement. Je soutiens que dans notre métier, le journalisme est collaboratif. Parce que je peux partager une petite expérience que j'ai vécue lorsque je faisais le projet de Rainforest Journalism Fund Fertilizer Center. C'était un projet qui regroupait les pays, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie. Lorsque j'ai arrivé au Rwanda, on m'a arrêté
pour ne pas travailler sur le sol rwandais. Mais si j'étais seul, vous comprenez que ça allait être autre chose pour moi parce que j'étais avec mes collègues du Rwanda et aussi ceux de la Tanzanie. Là, j'ai été épargné aussi et protégé par mes confrères. Vous comprenez que le journalisme collaboratif peut aider à sauver nos travaux parce qu'on ne peut pas arrêter un ensemble des journalistes. Ça contribue un peu pour adoucir le danger. Comme ça, alors, la sécurité n'est pas garantie totalement, mais si on fait le travail dans un ensemble, dans la collaboration, ça peut aider aussi, ça peut adoucir le danger. C'est ça que je voulais donc partager comme ça pour qu'on puisse donc continuer à travailler sûrement avec sécurité. Merci. Merci, Monsieur Ferdinand. Je donnerai la parole, on fera le tour de la table, donner la parole à chacun pour, pendant 30 secondes, dire un dernier mot sur la façon dont les journalistes devraient travailler dans des régimes où ils ne sont pas les bienvenus, où ils sont considérés comme des cibles. J'aurais aimé poser la question, comment encourager une culture de transparence et de responsabilité dans les gouvernements pour protéger la liberté de la presse. Mais j'ai écouté beaucoup ces solutions-là, la collaboration. Parfois aussi, les médias sont en concurrence. Et un média, par exemple, ne voudra pas, et des médias, si ce n'est pas souvent le fruit d'un projet, ne se mettent pas ensemble pour envoyer 2 journalistes, 3 journalistes ou 4 journalistes pour aller sur le terrain. Parce que souvent, on veut avoir la première de l'information, on veut le premier média à diffuser, on veut le premier média reconnu, on veut le premier média qui donne finalement la bonne information. Et il y a en fait cette concurrence-là qui empêche les médias de se mettre ensemble, si ce n'est, vous voyez, comme on l'a vu dans le cas des Panama Papers, des Pandora Papers, et là encore, les journalistes faisaient face à des fatras de milliers de documents. Et il faut une collaboration pour pouvoir les dénicher, pour pouvoir ressortir une information. La collaboration ne doit pas se limiter contre les journalistes, mais s'étendre aussi vers les médias qui se mettent ensemble pour envoyer des journalistes. Je pense que dans le cas de Kambouassa, Sambwe, par exemple, si c'était 2 ou 3 ou 4 médias, par exemple, qui avaient envoyé des journalistes, et que là, on ne fait pas face à des journalistes, mais à des médias, je pense que quelque part, ça change la donne. Merci à vous pour ces interventions très riches, surtout quand on sait, quand je reviens sur le cas de la RDC, sur le témoignage de M. Salama, je vois là que les journalistes sont su. Quand, par exemple, le gouvernement dit non, ne donnez pas la parole aux rebelles. Les rebelles vous disent ne donnez pas la parole au gouvernement. Finalement, le journaliste subit une pression intense. Il ne sait plus vraiment c'est une pression énorme sur les épaules. Finalement, tu ne dois pas donner la parole à l'État, tu ne dois pas donner la parole aux rebelles, tu donnes la parole finalement à qui? Et même les populations, je pense que si les populations parlent contre les rebelles, ils vont s'attaquer encore aux médias. Et si c'est contre l'État, c'est compliqué. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Et comment travailler dans ces conditions? C'est ma dernière question pour vous. Soyez très, très, très bref. 30 secondes, 1 minute, pas plus. Et on termine cette session. À qui veut prendre la parole? Je peux commencer? Bien sûr. Allô? Oui, allô, Madame Oumi. C'est moi? D'accord. Juste rapidement, oui, le travail collaboratif est important. Vous avez parlé des Panama Papers. Pourquoi il n'y aurait pas un Panama Papers fait par des Africains? Ça, c'est la question. Pourquoi ne pas impulser un Panama Papers avec des médias africains? Oui, le journaliste est important, mais c'est son média qu'il représente. Quand je parlais tout à l'heure des médias en ligne, c'était par rapport du travail en ligne, c'était par rapport aux médias. Si aujourd'hui, les médias sont identifiés et travaillent en collaboration, je ne vois pas pourquoi ça ne percuterait pas, puisque ça a marché avec les Panama Papers. Donc la question est, pourquoi ne pas créer un Panama Papers en Afrique par les Africains? Belle question. Monsieur Kambouassa Sambwe.
Je ne vous demande pas de répondre. Ah, d'accord. Bon, très rapidement, ce que moi je voulais dire à mes confrères, surtout ceux qui couvrent les zones de crise, c'est qu'il faut avoir seulement 3 choses en tête lorsque vous êtes dans ces zones. La plupart du temps, vous ne pouvez que compter sur vous-même, sur vos propres destins et essayer d'avoir les informations des populations locales avant de bouger. Et lorsque vous arrivez, vous vous retrouvez dans de mauvais endroits, vous êtes interpellé par des forces de défense de sécurité, obéissez. Ne faites pas de résistance, répondez très rapidement aux questions et suivez les instructions. Et il y aura d'autres choses que je pourrais ajouter à la prochaine fois, mais avec ça, au moins, vous resterez en vie en attendant que Kossi Balao et sa troupe vous retrouvent. Merci. Monsieur Akoto. Oui, merci, cher ami. Merci à tous les participants pour cette rencontre aussi riche. Moi, je dois dire, je vais revenir encore sur la collaboration parce que moi, je constate toujours que c'est la course au scoop qui tue notre métier en fait. Parce que quand nous, professionnels de médias, on se met ensemble pour pouvoir traiter un sujet, je pense que ça aura beaucoup plus d'impact que si moi, individuellement, je vais traiter. Et aussi, quand je vais revenir sur l'expérience qu'a vécu notre confrère Edouard, malheureusement, il a perdu ses images et autres. Moi, j'aurais préféré qu'en allant dans ces zones comme ça, si nous, on prend l'initiative, par exemple, créer un Google Drive, au fur et à mesure que tu collectes les images, tu sauvegardes sur ton Google Drive, mais aussi, il arrive qu'on prend ta machine, qu'on réinitialise, tu pourras aussi facilement récupérer ces images-là après. Merci. Merci, monsieur Akoto. Fiacre de Salabé de la République centrafricaine. Ce n'est pas dispo, Ferdinand ou Jean-Pierre ou Mbou Salamon, à qui veut, on est presque à la fin de cette session. Une fois de plus, bonjour. Merci d'abord, félicitations pour ce genre d'initiative. Oui, comme on peut le constater, l'option du journalisme collaboratif est largement partagée ici. Ça fait l'unanimité au cours de notre webinaire. C'est déjà une bonne chose. Quelqu'un a parlé de concurrence. Non, ça ne devait pas être, comment on appelle ça, un obstacle. Moi, j'ai toujours dit souvent à mes compatriotes et confrères d'ici, je dis, la concurrence ne doit pas mettre en cause la collaboration. La collaboration, c'est à quel niveau? Tel que là, sur ce sujet, vous partez ensemble. Vous menez ensemble, un certain nombre de médias décident de traiter de ces sujets. Mais tous, nous savons ici que chaque média a sa ligne éditoriale. Et chaque média pourra, dans le traitement, choisir son angle à lui. Et c'est à ce moment-là que, à mon avis, dans ce que j'ai toujours dit, c'est à ce moment-là que se dessine la concurrence. Toi, tu as parlé, par exemple, tu prends un angle, par exemple, des conséquences. Moi, je prends un angle des causes, et ainsi de suite. Et sinon, on peut travailler ensemble sur un sujet. Donc, je suis d'accord pour l'idée je suis d'accord avec l'idée du journalisme collaboratif. Merci beaucoup. Alors qu'aussi, je peux aussi parler pour quelques minutes, bien que c'est vers la fin. Pour quelques minutes, c'est trop, mais pour 1 minute, c'est bon. D'accord, merci beaucoup et je salue vraiment ce webinaire, mais j'ai suivi les interventions des uns et des autres. J'aimerais finir peut-être par cette recommandation. Vous savez, un bon journaliste est celui qui est vivant. Donc, alors c'est bien de prôner cette liberté de la presse, c'est bien de travailler sur ce genre de sujets, d'aller dans des zones, dans des régions en guerre. Mais je trouve aussi que nous devons nous-mêmes assurer notre sécurité parce que en dehors de nous-mêmes, personne ne le fera. Alors, c'est bien de travailler, c'est bien, mais je recommande vraiment à tous les confrères ici de mettre à l'esprit qu'un bon journaliste est celui qui est vivant. Même pour servir nos communautés, nous devons être en vie. Alors, à nous aussi d'assurer cette sécurité, bien que prônant la liberté d'expression. Voilà. Oui, il y a aussi, je ne sais pas si vous me captez là-bas, puisqu'il y a un point qui est aussi à soulever, c'est les problèmes de fonds, de financement pour les journalistes et les médias.
puisque quelque part, si vous arrivez dans notre milieu, par exemple ici en RDC, vous allez constater que les bureaux de la presse sont aussi les financiers de la presse, puisque grande partie des bureaux de la presse proviennent des politiciens, et ce sont eux qui sont aussi les financiers de la presse. Et quand vous parlez quelque chose qui ne convient pas pour eux, directement vous devenez leur ennemi. Et c'est ça qui devient un peu compliqué. Par exemple, je donne l'exemple de notre ministre de la Communication, c'est un ancien journaliste, mais qui lui vient de prendre une mesure qui demande aux médias de ne pas faire parler les groupes armés, alors qu'il sait qu'on doit équilibrer l'information pour qu'on puisse trouver la vraie vérité, mais il devient aussi bureau de la presse automatiquement. Donc, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, j'ai même proposé un article sur la plateforme de Iginet, sur la manière dont les journalistes ici chez nous se débrouillent pour augmenter les revenus. Je suis en train d'attendre l'aval. Peut-être je vais partager ça aussi avec Kossi pour qu'il puisse m'aider à accélérer. Monsieur Salama, là, vous touchez du doigt le sujet que j'ai préparé pour la semaine prochaine. Comment les journalistes vivent l'inflation? Comment les journalistes gèrent l'inflation? Il y a l'augmentation du coût de la vie qui se ressent chez nous ici, et je crois que c'est le cas dans plusieurs pays avec des confrères avec qui j'ai discuté, qui me font savoir que le coût de la vie est devenu cher, l'augmentation des prix des loyers, l'augmentation du prix du carburant, l'augmentation des denrées alimentaires, alors que les journalistes continuent par subir une sécheresse de commandes d'articles, et même les prix d'articles ne sont pas revus à la hausse. Comment les journalistes travaillent dans ces conditions aussi. C'est un sujet important. Merci de faire ce papier. Nous aurons l'occasion d'en discuter aussi la semaine prochaine, le jeudi prochain, comment les journalistes vivent l'inflation. Merci à tous les participants à cette intéressante discussion. Je veux terminer sur cette note aussi. Moi, parfois, ça me frustre lorsque vous voyez, par exemple, que dans un pays, les journalistes indépendants, les médias indépendants sont réduits au silence. Mais de l'autre côté, on laisse la possibilité aux médias pro-gouvernementaux de diffuser des messages de propagande, de continuer à faire le métier, alors que les journalistes qui veulent avoir un avis équilibré dans le traitement de l'information, eux, par contre, sont limités, sont réduits au silence et on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir travailler. Ça aussi, c'est un danger et ça n'encourage pas une liberté pour les journalistes, parce qu'on pense en fait que la presse libre est considérée comme une menace à la sécurité nationale et que toute information qui pourrait nuire à l'image d'un gouvernement est censurée. Ça ne devrait pas être ça. C'est un vrai défi et du courage à tous les journalistes qui travaillent dans des conditions comme celle-ci, à des journalistes qui font face déjà à la précarité financière et s'ajoutent à cette précarité des menaces de sécurité, comment le dire, même des persécutions qui amènent les journalistes souvent même qui les contraignent à l'exil et ils se retrouvent loin de leur famille tout simplement pour avoir exercé leur métier de journaliste. Courage à vous, chers confrères. Ce fut intéressant d'avoir partagé ce plateau ensemble. Pour les confrères qui disent félicitations pour cette initiative, moi, je ne féliciterai pas quelqu'un qui organise un webinaire sur la liberté de la presse parce que je pense en fait que c'est un sujet qui nous concerne et on devrait en parler. Je le disais, j'aurais aimé que chaque jour, que les organisations rappellent l'importance de la liberté de la presse. Ne pas attendre uniquement le 3 mai pour qu'on ait des conférences, pour qu'on ait des discours sur l'importance de la liberté de la presse. Et là, on se tait, c'est parti pour l'année prochaine. Non, ça, je pense que tous les jours, au cœur de notre mission, on doit nous aussi rappeler l'importance de cette liberté, parce que c'est un droit fondamental, parce que c'est la liberté d'informer est un droit. Les citoyens ont le droit d'être informés, le droit de savoir. Ce droit-là est non négociable. Merci encore à vous, chers participants. Je pense qu'on sera encore ensemble le jeudi prochain. On ne parlera plus de la liberté de la presse, mais de la liberté financière pour les journalistes. Comment nous gérons l'inflation et comment vivre cette inflation qui nous touche aussi, parce que les journalistes ne vivent pas sur la planète Mars, ils sont sur Terre et les problèmes qui affectent nos sociétés nous concernent aussi. Bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi et encore une fois, merci, chers confrères. Ciao. Au revoir. Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir. Merci Oumi, merci Umbo Salama, merci Oui, Ferdinand, merci. merci à Akoto, toi. merci Merci Gloria, beaucoup. merci Au revoir. Salabé, merci Jean-Pierre, au revoir. Merci, merci, au revoir. Au revoir.